Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un essai d'une voiture mythique et assez exceptionnelle parce que comme vous voyez derrière, on est en présence d'une F12 Berlinetta. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est quelqu'un qui était déjà passé sur la chaîne. Si vous vous souvenez de la vidéo qu'on avait fait avec la Modena qui était en boîte méca et en échappement libre qui était incroyable. C'est une vidéo vraiment que je vous invite à aller voir parce que c'était vraiment un bon délire. Et ben le proprio est revenu. Il a lâché sa Modena et à la place il a pris ça, donc je vous montre de suite. Bon bah Christophe, salut avec, avec ton nouvel achat, ton nouveau bébé. Voilà, ouais. C'est un sacré step hein, depuis la Modena là quand même. Hein. Ah, franchement là c'est un autre monde. Hein. On passe du V8 au V12 chez Ferrari, c'est un sacré pas en avant en termes de puissance, de raffinement, de performance, c'est incroyable. Ouais, et puis là, en plus, toi, tu l'as dans une configuration, on va vous montrer les gars, qui est juste... je trouve honnêtement que c'est un peu la configuration parfaite pour la F12. Je sais pas toi, mais moi, par exemple, je suis pas très fan des F12 rouges. Ouais, moi de manière générale, je suis pas très fan des Ferrari rouges, sauf certains modèles mythiques, tu vois, F40, tout ça, ou ok, voilà, tu l'as en rouge. Mais je trouve que c'est des voitures qui attirent déjà suffisamment l'attention pour que tu l'aies en plus en rouge. En plus, une voiture comme celle-ci qui a un V12 moteur avant, qui n'est pas forcément une voiture faite pour faire du circuit ou d'école comme un malade, j'aime bien une couleur un peu plus discrète, tu vois. Ah oui, non, c'est clair. Moi, je trouve que c'est la couleur qui va le mieux à la F12. Du coup, c'est le Grigio Silverstone, c'est ça. Et vous allez voir, les gars, à l'intérieur, il est incroyable parce qu'il a un intérieur chocolat, donc chocolata. Enfin, on va vous montrer ça, mais c'est vraiment une caisse de fou, honnêtement. Encore une fois, félicitations. Comme ma casquette. Ouais, c'est vrai, assorti effectivement. Mais ouais, non, franchement, encore félicitations. Merci. Ouais. Parce que c'est juste je trouve un accomplissement de ouf de faire de pouvoir acheter une F12 et puis c'est une voiture qui est juste mythique quoi. Ouais, bah merci beaucoup, c'est vrai que c'est un accomplissement et j'ai la chance d'avoir réussi, donc j'essaie d'en faire profiter un maximum de passionnés quoi. Et du coup les gars, j'espère que vous vous rendez compte un petit peu de la chance et de la gentillesse de Christophe qui était déjà passé pour nous montrer la Modena. Là il nous montre la F12 et moi il faut savoir que la F12 c'est une voiture un peu particulière parce que il y a de ça quelques années maintenant, j'ai fait du circuit avec une F12 et c'est une de mes plus grosses frayeurs sur circuit parce que c'est une voiture, tu vas pas me contredire, je pense, qui est vraiment casse-gueule. Enfin, elle est vraiment, elle est impitoyable. Si tu fais la moindre erreur, elle va te le faire payer cash. Et c'est vrai que dans une courbe, je l'avais perdu complètement. Dieu merci, je l'avais récupéré. Mais autant vous dire que le niveau de transpiration à ce moment-là était très élevé, quoi. C'est une voiture qui, contrairement à la 812 qui a beaucoup plus d'aide électronique, tu vois, la 812 elle a les roues arrière directrices d'origine, de série. Elle a plus d'électronique, la boîte est plus efficace, t'as moins d'à-coups, l'électronique du Manettino est plus aboutie, etc. Donc en fait, t'as pas tellement peur quand t'attaques fort avec une 812. Alors qu'avec une F12, t'as très peur. Je pense que c'est une des dernières où t'as une puissance infernale qui est juste moins contrôlée par l'électronique. Donc il faut être réveillé quand on la conduit, quoi. Ouais, non, c'est clair, parce que c'est vrai que si on parle un petit peu de la voiture, déjà, rien qu'en termes d'architecture, en fait, ça fait que c'est une voiture un petit peu compliquée, parce que c'est une propulsion, mais le moteur, c'est un énorme V12 de combien de litres? 6 litres 3. Ouais, voilà, c'est un énorme V12 de 6 litres 3 qui fait 740 chevaux, et en fait, il est à l'avant. Donc la répartition des masses, il y a tout le poids à l'avant et pourtant toute la propulsion elle se passe à l'arrière. Donc autant dire que s'il fait pas grand soleil, qu'il commence à pleuvoir ou ce genre de choses, ça devient une voiture qui est vraiment très compliquée. Surtout que toi d'ailleurs tu me disais que les pneus là que tu avais actuellement, t'étais pas super fan des pneus quoi. Ouais, c'est des Pirelli P0 tout simple. Et malheureusement, entre guillemets, quand j'ai acheté la voiture, ils venaient de les mettre neufs dessus, donc j'allais pas non plus les changer parce que voilà, t'as des pneus neufs. Ouais. Mais sur toutes les Ferrari que j'ai eues, j'ai toujours mis des Michelin et en général, je mets les PS4S parce qu'ils sont ultra équilibrés et puis je veux pas non plus des cups, tu vois, je veux pas des pneus de circuit ou des pneus trop agressifs parce que je conduis mes voitures, je fais un peu tout type de conduite, je fais aussi bien des kilomètres que des écoles de montagne, que tranquille en ville, etc. Il peut pleuvoir, etc. J'ai pas tellement envie d'avoir des cups. Mais les Michelin PS4S, c'est vraiment les pneus que j'ai mis sur toutes les autres et c'est 1000 fois mieux que les Pirelli, quoi. Ouais. Les Pirelli, ils mettent énormément de temps à chauffer. Donc sur une voiture comme ça, qui est tellement violente,
il faut vraiment faire attention quand tu attaques, ça part tout de suite en seconde, en troisième, en quatrième, tu appuies un peu sur l'accélérateur, ça part quoi. Donc ouais, il faut faire attention. Pour vous montrer un petit peu le design, les gars, vous voyez la F12, je trouve qu'elle a vraiment un regard un petit peu de requin et elle a énormément de travail aéro et qui est un petit peu caché, enfin bien mis par Ferrari et qui renforce en plus le côté très élégant de la voiture. Déjà, bah forcément, vous avez cette énorme bouche à l'avant qui vient en fait gaver le V12 en air frais, mais vous avez des petits flaps ici que vous voyez, qui en fait, quand les freins deviennent trop chauds, ils s'ouvrent automatiquement et ça aide en fait à envoyer de l'air frais sur les freins pour aider un petit peu à la refroidir, parce que mine de rien, ça reste une philosophie un petit peu GT, donc bah en soi, ça reste quand même une voiture qui est assez lourde, 1750 kg sur une GT, donc effectivement, faut quand même un peu aider les freins. On est sur du freinage céramique et là, vous voyez, pareil, vous avez cette espèce d'énorme sortie pour en fait aider le moteur à évacuer son air chaud. Et là, bon bah, on est obligé de parler du truc, je trouve le plus beau sur la F12, c'est ça. Donc c'est ce qu'ils appellent les ponts aérodynamiques, donc aérobridge. C'est en fait ce trou que vous voyez qui est bah, tout simplement coupé dans la carrosserie, qui reprend un petit peu ce qu'il y avait sur la 599. Et en fait, ça sert vraiment à aider l'air en fait à s'engouffrer dans ce trou et à plaquer la voiture pour aider dynamiquement la voiture tout simplement. Et en fait, ça permet aussi d'éviter de lui mettre un aileron disgracieux. Là, vous voyez que c'est une forme qui est très classe, très pure. Encore gros coup de chapeau à Pininfarina, parce que c'est d'ailleurs la dernière Ferrari qui a été designée par Pininfarina. Exactement. Et bah c'est juste une méga réussite quoi, je trouve franchement. Mais à cette époque-là, Ferrari, ils insistaient vraiment sur le fait qu'ils voulaient pas mettre d'aileron. C'était une époque un peu différente à l'époque actuelle où tu vois quand même la SF 90XX, enfin bref, pas mal de voitures qui commencent à avoir des ailerons chez Ferrari. Mais Luca Di Montezemolo, Enzo Ferrari, ils n'aimaient pas trop les ailerons. Il y a des exceptions évidemment sur les hypercars comme la F40, la F50. Mais tu vois que là vraiment le travail il a été fait pour pas avoir besoin de mettre un gros aileron à l'arrière. C'est quand même une voiture qui monte à 340 km/h. Donc il faut un appui aérodynamique à haute vitesse. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément quand on n'est pas devant la voiture, mais tu as vraiment le trou. Et tu vois, ça passe là, l'air il continue comme ça, il plaque la voiture au sol et puis après il passe sur le petit aileron quand même, le petit béquet qui est à l'arrière. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'était une époque où il n'y avait pas du tout d'aileron chez Ferrari et on le voit typiquement sur une LaFerrari aussi, il n'y a pas d'aileron, alors que c'est une hypercar de malade mental et il n'y avait pas d'aileron, il y avait une sorte d'aérofrein un petit peu qui sortait. Mais c'était pas un aileron disgracieux comme que tu disais sur la SF90 XX. Mais en contrepartie, tu as des fonds plats qui sont très travaillés. Sur cette voiture, sur la Ferrari, sur toutes les Ferrari modernes, tu as des fonds plats, donc tout est caréné. Et tu as des flux d'air en fait qui finissent par le diffuseur et qui plaquent aussi l'arrière de la voiture quand tu roules vite. Si on continue un petit peu le tour, déjà on voit que c'est des formes qui sont tout en rondeur, tout en élégance encore une fois. Et puis moi personnellement je suis fan, alors j'aime beaucoup la 812, je trouve que c'est une jolie voiture, mais je trouve que la F12 en termes de coup de crayon, c'est juste honnêtement c'est la perfection quoi, cette voiture. J'adore son arrière avec les 4 énormes sorties d'échappement, le feu anti-brouillard qui est un peu style F1, les 2 gros feux à l'arrière et puis ces espèces de dents là un petit peu qui descendent, qui arrivent depuis le pare-choc arrière et qui vont directement dans le diffuseur. Enfin, je trouve que c'est à la fois très classe et très agressif en fait une F12. Enfin, c'est presque un peu hypnotisant je trouve, ça fait vraiment 2 gros yeux. Puis bon, de toute façon, tu les vois pas très longtemps parce que vu comme ça marche, généralement, tu les vois pas très longtemps parce que le 0 à 100, on regardait, il est fait en un peu plus de 3 secondes, c'est ça ? 3 secondes 1, ouais. 3 secondes 1, le 0 à 100. On faisait la blague, mais si on arrive à faire passer la puissance au sol, quoi, parce que... C'est clair, ouais. Il faut qu'il soit chaud parce que sinon... En première, en deuxième, en troisième, en quatrième, tu dérapes encore de l'arrière si tu appuies à fond, quoi. Ouais. Donc... Christophe a eu énormément de très belles voitures. Enfin, il a eu la Modena que vous avez vu qui était dans une config vraiment très stylée. Tu as eu une 599 aussi. T'as eu quoi? Une autre Modena bleue, en bleu Tour de France. Qui était exceptionnelle. Tu as eu une F430 aussi. Enfin, voilà, tu commences à avoir une belle collection à ton actif. Et pourtant, c'est ce que tu me disais par message, c'est une voiture qui est ultra dangereuse où vraiment ça patine tout le temps. C'est très... c'est une voiture qui rend très humble, voilà.
C'est pas une voiture, il y en a certaines, typiquement le GT4 que j'ai, où on grimpe dedans et on peut direct commencer à lui mettre dedans, on prend très vite confiance. Là, c'est vraiment une voiture où il faut être humble et il ne faut pas penser qu'on est un pilote, parce que sinon elle va tout de suite le faire comprendre, et là, gros coup de chaud, quoi. Et surtout si tu n'es pas dans les conditions parfaites, tu vois, route sèche, pneus qui ont eu le temps de chauffer, etc. Il faut faire très attention avant de taper dedans. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines voitures qui sont très permissives au niveau du temps, où tu peux les sortir sous la pluie. Bon, c'est un peu foireux, mais ça va. La F12, moi quand j'avais eu la grosse frayeur sur circuit avec la F12, on était en plein mois d'août, il faisait 30 degrés, c'était sur la piste, c'était bouillant, les gommes elles collaient comme pas possible, et pourtant elle était partie. Et elle avait les aides encore. Donc c'est pour dire, voilà, c'est pas une voiture à prendre à la légère, et mais c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de cette voiture, c'est qu'elle a un énorme caractère. C'est ça, c'est vrai que de manière générale, les voitures récentes ont souvent le caractère qui est un peu effacé par toutes les aides électroniques, tu vois. Donc tu vas chercher une voiture vraiment qui te transmet des émotions, et c'est de moins en moins facile à trouver, parce que avec toutes les normes européennes et toutes les aides électroniques que tu dois avoir maintenant, qui sont obligatoires sur les voitures, c'est plus difficile, tu vas très vite avant d'avoir des sensations. Ouais. Alors que celle-là, tu vas très vite aussi, mais tu as aussi très vite des sensations où tout de suite tu comprends que tu peux pas faire n'importe quoi avec. Oui, et puis ça d'ailleurs c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais l'année du coup du véhicule, fin 2014, celle-là. Voilà. Elles ont été produites depuis mi-2012. Ouais. Et puis après en 2016, ils ont fait quelques dernières unités de F12 normale, et ils sont passés à la TDF. Okay. La TDF qui est la version voilà, ouais. un peu... On vous met une image à l'écran, mais c'est la version radicale entre guillemets de la F12 limitée, qui a pris une cote délirante et qui est juste splendide. Truc rigolo aussi, c'est que c'est un des rares modèles de GT Ferrari V12 à l'avant qui n'a pas eu de version cab. Ah ouais, parce que c'est vrai que sur la 599, t'avais eu la Aperta. Après c'était des séries limitées, mais t'as raison, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Mais la F12 t'en as pas eu, la 812, on a eu la 550 Maranello, il y a eu la Barchetta. Ouais, il y a eu la Super America. Il y a eu la Super America. Ouais. La 599, t'as eu la SA Aperta qui était basée sur la GTO en fait, et qui était une version décapotable. Ouais. C'est vrai que celle-là il n'y a pas eu, et même sur la 812 t'as la GTS. Ouais. Et la Dodici Cylindri, elle a déjà sa version cab. Donc c'est une des seules qui n'a pas eu le droit à ce petit traitement-là. La voiture, elle a aucune, à part le Cavallino à l'avant, elle n'a pas de jaune du tout. Là, vous voyez les capuchons pour l'écrou central. Ils étaient jaunes à la base, mais du coup Christophe les a mis dans un gris. Et il n'a pas le Cavallino sur le côté, le blason. Toi, c'est vrai que généralement sur tes Ferrari, t'es pas très fan en fait de cette option, hein. Tu l'as pas souvent. Alors il y a deux écoles, il y a les gens qui disent j'achèterai jamais une voiture qui a pas l'écusson sur le côté, enfin une Ferrari qui a pas l'écusson Ferrari sur le côté. Et puis tu as l'école de ceux qui disent je veux tout sauf l'écusson sur le côté. Maintenant il y a une nouveauté aussi, c'est que tu peux avoir l'écusson peint à la main. Ouais. Et ça c'est vrai que c'est assez sympa, parce joli, que il est un peu plus gros, et puis c'est peint à la main, donc il y a un côté artisanal aussi. Mais c'est vrai que moi j'aime pas trop de manière générale avoir l'écusson Ferrari sur le côté. Je trouve que t'as pas besoin de ça pour savoir que c'est une Ferrari en fait quand tu la vois passer. Et surtout, à la limite, tu vois, si t'as des étriers jaunes, parce que tu peux avoir les étriers jaunes en option. Ouais. Si t'as les étriers jaunes et les écussons, ça va. Mais si t'as des étriers qui sont pas jaunes, moi je préfère pas l'avoir. C'est vrai que sur une GT Ferrari, donc les GT V12, ça fait sens entre guillemets de pas avoir le blason sur une 458 Italia. Pour moi il faut le blason, tu vois. Ouais, après c'est... Mais sur une F12 ça me choque pas honnêtement. Et puis c'est vrai que en fait cette zone est déjà tellement jolie, tellement bien creusée, tellement tellement jolie que bon, il y a peut-être pas besoin d'avoir l'écusson en plus. Et puis toi tu parlais aussi des configs, c'est limite la transition parfaite pour montrer l'intérieur, parce que toi c'est vrai que l'intérieur du coup de ce modèle il est juste incroyable. Alors tu vois, regardez donc ça. Donc ça c'est Chocolato avec des petites coutures sur piqûre. Je sais pas exactement la couleur des surpiqûres. Caramel un peu. Il me semble que c'est une autre couleur. Ouais, c'est une sorte de caramel. Et donc ça chez Ferrari tu peux choisir tous les détails. Donc tu peux dire voilà, je veux un intérieur chocolat, je veux des surpiqûres d'une autre couleur. Il n'y a pas vraiment de limite après à la config. Et celle-là, comme tu vois, elle a été configurée avec un mélange de cuir et d'Alcantara. Ouais. Ce qui est assez rare d'ailleurs aussi, tu vois, d'avoir l'Alcantara sur le volant. Mais tu as vu, c'est moitié cuir, c'est cuir sur les côtés. Et c'est Alcantara en haut et en bas sur le volant. Ce qui est très bien, parce que si tu avais l'inverse, donc l'Alcantara sur le côté et le cuir en haut, l'Alcantara s'abîme quand même assez vite quand tu commences à transpirer des mains. Et Dieu sait que tu transpires quand tu conduis une F12, donc c'est plutôt pas mal. Et vous voyez les gars, elle a
Elle a les sièges confort et comme ce que disait Christophe, donc c'est vraiment un mélange de cuir et d'Alcantara couleur chocolat avec les surpiqûres un petit peu caramel. Enfin, ça fait vraiment une... la config, elle est trop belle, quoi, franchement. Avec les sièges confort, tu as une polyvalence, tu vois, tu peux faire des voyages avec. Ça reste une GT. Ah oui, clairement. C'est pas une hyper sportive. Donc c'est bien d'avoir un côté confort. Et puis d'ailleurs, on peut peut-être faire une pause dans l'intérieur et montrer le coffre à la limite, parce que c'est vrai qu'on parlait du côté GT, et il faut savoir que c'est un plus grand coffre qu'une Golf. Au final, sur la F12, vous avez 500 litres de chargement. Et là, mon coffre, il est plein de... plein de merde. Plein de merde. Ouais, mais c'est très bien. J'ai une veste, ça c'est la housse, qui est livrée en général avec une Ferrari, tu as toujours une housse. Ouais. Elle est rouge d'ailleurs, c'est assez sympa. Il faut regarder la taille du coffre, quoi. Donc là, tu vois, tu as largement la place de mettre un sac de golf, par exemple, parce que ça va. Le coffre, il est profond là sur la gauche. Il va vachement là. Puis après, tu as cette paroi qu'on peut enlever, mais t'embête pas, on comprend. Mais je peux te l'enlever, regarde. Hop. Et avec ça, tu vois la taille du coffre. Enfin, regardez la taille, quoi. Je peux mettre je pourrais même mettre un panier et mettre mon chien, tu vois. Ouais. Je l'ai pas fait, mais voilà. C'est ultra polyvalent, quoi, au final. Enfin, en tout cas, pour voyager, il y a vraiment de la place, quoi. Et tu peux voir des petits détails dans le coffre qui sont spécifiques à cette config-là. Par exemple, cette partie-là qui est en Alcantara aussi, qui est assez sympa. Et après, tu as l'arrière des sièges qui est en cuir, tu vois. Ouais. C'est pas toujours le cas. Et puis surpiqué d'ailleurs, hein, l'arrière. Hein. Ils sont il y a deux petites ceintures typiques là pour tenir tes valises si tu décides de mettre tes valises là. Là du coup, il faut qu'on vous montre la cathédrale. Enfin, regardez ça, quoi. Regardez la taille du bloc. Regardez la taille du V12. Bon, vous avez toujours les caches culasses rouges chez Ferrari. Enfin, ça fait toujours son petit effet. Et puis, enfin, c'est juste trop stylé, quoi. Et c'est ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est qu'en fait ces deux parties là, cette espèce de morceau qui a été rajouté, c'est en fait les ingénieurs, tu me corriges si j'ai faux, qui en fait l'ont rajouté parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait un appel d'air avec ça et du coup que ça renforçait encore le bruit. Ouais, c'est ça, en fait tu vois là, tu as les deux filtres à air avec les entrées d'air pour alimenter le V12, pour alimenter chaque côté en fait, côté de 6 cylindres. Et ils se sont rendus compte, donc tout ça en fait c'est l'entrée d'air. Ils se sont rendus compte qu'en rajoutant ça faisait un appel d'air et apparemment ça faisait un plus joli bruit. Donc belle trouvaille. Voilà. Du coup les gars à l'intérieur, donc c'est ce que on disait avec Christophe, c'est que vu que c'est une GT et une V12, c'est vraiment pas très important d'avoir le carbone à l'intérieur, parce que ça fait très classe justement toute cette console en alu, et puis ça va super bien je trouve avec le chocolat, ça fait quelque chose de très élégant. Et bon, pour vous expliquer très rapidement, vous avez vos bouches de clim ici, vous avez tout le système de climatisation là, vous avez votre boîte qui est là sur cette partie qui est très jolie parce que c'est un pont suspendu comme ça en alu. Ensuite, sur le volant, vous n'avez pas de shift light, mais encore une fois, c'est pas trop gênant sur une GT comme ça. Vous avez le fameux Manettino pour choisir vos modes, donc wet, quand il pleut, sport, race, et ensuite c'est pour désactiver toutes les aides en gros. Vous avez particularité du coup des Ferrari, vous avez les clignotants qui sont là directement au volant. Des fois ça peut être un petit peu chiant parce que quand vous tournez vous les activez sans le faire exprès. Vous avez les grandes palettes qui sont là et qui sont fixées à la colonne de direction. Moi, comme j'ai pu vous dire dans certaines vidéos, j'aime bien quand elles sont au volant parce qu'en fait on les perd pas, mais là vu qu'elles sont très grandes, c'est pas gênant, c'est pas y a certaines palettes qui sont un peu plus petites et qui sont à la colonne de direction et du coup c'est pénible pour aller les chercher, mais sur celle-là ça va. Bon, là vous avez aussi d'ailleurs ce bouton très important pour Bumpy Road, donc c'est en fait pour aider un petit peu la suspension à amortir un peu plus les chocs. Et vous avez, oh grand Dieu merci, le bouton Engine Start. Vous avez pas cet horrible truc tactile comme ils ont maintenant, je suis désolé, mais ça c'est pas possible pour moi d'avoir un truc tactile. Enfin, c'est tellement plaisant d'appuyer sur le bouton et d'entendre le moteur. Et si on met juste le contact. Et pour la petite histoire, pendant que tu mets le contact, le Bumpy Road Mode, on doit ça à Michael Schumacher. Ok. Parce que quand il a développé la 430 Scuderia, il se plaignait du fait qu'il voulait pouvoir avoir la boîte en mode race, mais quand même, s'il était sur une petite route italienne, avoir une suspension un peu plus permissive. Parce que je sais pas si tu sais, mais sur une 430 normale,
donc tu n'as pas le Bumpy Road Mode, ce qui fait que quand tu es en sport, la suspension est confort, mais quand tu es en race, elle est forcément un peu plus tape-cul. En fait, elle est réglée elle est paramétrée pour être plus tape-cul en mode race. Mais donc ce qui fait que si tu veux avoir le contrôle de traction en mode race, la boîte, la vitesse en mode race, mais que tu veux une suspension plus douce, tu peux pas sur une 430 normale. Donc quand il a développé la Scuderia avec Ferrari, parce qu'à l'époque il était pilote de F1 chez Ferrari, il a dit j'aimerais bien avoir une fonction pour avoir la suspension indépendante du Manettino. Et c'est comme ça qu'ils ont introduit ce mode Bumpy Road, ce qui fait que tu peux être en race, et là t'appuies sur ce bouton et la suspension est confort. Et du coup, quand on met le contact, ça c'est un truc qui est vraiment, je trouve, assez incroyable chez Ferrari, c'est qu'en plein milieu, vous avez vos tours minutes. On l'a pas dit, mais la F12, du coup, ça monte à 8700 tours minutes. À gauche, vous avez la chauffe des pneus, où en fait, vous voyez si vos pneus sont chauds ou pas encore. Vous avez votre récapitulatif des modes, etc. Et à droite, vous avez en gros la vitesse que vous êtes en train de prendre. L'aspect général avec le Cavallino juste en face de soi, c'est toujours un moment spécial, franchement. On en parle depuis tout à l'heure, mais on va vous faire écouter le V12, quoi, parce que c'est juste grandiose. Donc profitez. Regardez le bruit que ça fait, quoi. Puis si on y met un tout petit peu des coups de gaz, on sent en fait que tout vibre, on sent la mélodie, on sent qu'il se passe quelque chose. Enfin, là on va partir, on va rouler un petit peu et comme ça on va vous montrer, mais vraiment c'est une caisse de fou furieux la F12. Mamma mia! Bon, du coup les gars, on se retrouve dans la F12. Déjà, faut dire qu'on est très bien assis. Et le capot il est immense, mais ce qui est pas mal fait, c'est qu'en fait, vu qu'il y a les espèces de bosses ici, en fait on se rend plutôt bien compte un peu du gabarit de la voiture. Et déjà les gens quand ils vous voient arriver avec la F12, ils sont généralement ils comprennent pas trop ce qui se passe, quoi. Enfin, c'est vraiment un ovni un peu sur la route. Et vous allez voir quand on va sortir un petit peu et qu'on pourra un peu plus ouater. Vous allez voir comme c'est sauvage comme voiture. Bon les gars, on arrive sur les routes qu'on a un petit peu plus l'habitude. Et puis vous connaissez Christophe et son coup de volant, donc voilà quoi. C'est horrible, la poussée c'est horrible, ça m'a fait remonter le cœur, c'est horrible comme sensation. C'est vraiment... Voilà, tu peux voir sur l'écran là que les pneus sont encore froids. Ouais. Donc on fait attention, il faut toujours être réveillé quand tu conduis cette voiture. Ouais, là l'accélération que tu as fait c'est horrible, ça m'a fait remonter le cœur, quoi. Bon là je suis en troisième, là je rétrograde en seconde. Et c'est parti. Oh, la boîte elle passe tellement vite. Et puis là en plus, pour connaître cette route, l'état il est dégueulasse et pourtant on sent rien. Ouais, ça va, ouais. Elle avale toutes les aspérités de la route sans souci, quoi. Je suis pas en mode route Bosley, tu vois. Ouais. Là je l'ai mis là, t'as vu, c'est beaucoup plus confort. Ouais. C'est vrai que là on sent vraiment plus rien. Mais du coup, quand t'es en route Bosley, il faut pas trop attaquer dans les virages, parce que la suspension est plus soft, plus douce. Donc il vaut mieux la laisser en mode normal si tu veux conduire un petit peu, quoi. Et comme je te disais, les freins ont un mordant incroyable, parce que j'avais des freins céramiques sur la 599 et sur la 430, mais c'était la première génération de CCM qui était, faut le dire, des freins un peu merdiques. Quand ils étaient froids, ça freinait pas du tout. Tu te faisais un peu des frayeurs parce que tu étais en train d'attaquer, tu tapais dedans et ça freinait pas. J'ai d'ailleurs un ami qui a eu un accident comme ça. Ah merde. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus aboutis, quoi. Ça se sent vraiment que, je crois que c'est la 3e génération. Et tu sens vraiment une différence. Tu vois, la boîte elle est rapide. Regarde le rétrogradage, écoute. Ouais, c'est incroyable. Et ça fait des coups de fusil à chaque fois. Enfin, je trouve ça incroyable comme voiture. C'est tellement une atmosphère et une ambiance. Quand tu as une voiture
qui fait le 0 à 100 en 3 secondes 1, qui va à 340 km/h, qui a quand même un bon châssis, on est d'accord, c'est pas un châssis de 911 GT3, mais c'est un bon châssis, qui a une boîte aussi efficace que ça, qui fait ce bruit et qui a ce coffre et qui est confort, tu te demandes vraiment à quoi ça sert d'avoir une hypercar en fait, ouais, tu vois. Non, parce que clair. là, tu peux l'utiliser, ce qu'on disait tout à l'heure quand tu filmais pas, c'est que tu la mets en mode auto là. J'appuie là, je la mets en mode boîte auto. Je la mets en mode sport qui est le mode normal. Et là en fait, tu roules tranquille, tu te balades. La boîte à double embrayage, elle passe les rapports tranquilles. La voiture est confortable. Tu peux vraiment te balader quoi. T'es pas en mode attaque tout le temps. T'as certaines hypercars ou des Lamborghini ou tout ça où t'es tout le temps en mode attaque. Ouais. Tu peux pas être en mode tranquille. Tu peux Ouais. pas te reposer quoi. Mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est une GT mais qui peut procurer des sensations de fou et qui a des performances de malade. Mais là, comme tu disais, dans ce mode-là, franchement, tu me dis on va à Nice, bah franchement, tu vois, pas de soucis quoi. Elle est en 6ème là, même en 7ème, tu vois, elle vient de se mettre en 7ème. Mode confort, j'ai mis la suspension en mode confort aussi, t'as le grand coffre. Bon, la consommation, oui, voilà, ça ouais, reste un V12. voilà. Disons que quand tu es sur l'autoroute à 120 à l'heure, ça consomme entre 15 et 20 litres. Et quand tu es en mode attaque, ça consomme 30 litres. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Qu'est-ce que ça marche! En fait, tu montes dans une LaFerrari, tu t'attends à avoir cette sensation. Ouais. Tu montes dans une SF90, tu t'attends à avoir cette sensation. Voilà. Tu montes dans une GT comme ça, comme celle-ci, tu t'attends pas, tu vois. T'es là, t'es confort dans ton siège, t'es bien, la clim est au top à 20 degrés, voilà. Et puis d'un coup, t'appuies et puis t'as la violence du couple. T'as vraiment l'impression que t'es dans un avion au décollage ou dans un train lancé à pleine vitesse. Ah ouais, le couple il est infini avec le V12. Les aéroblades qui sont devant là. Ouais. T'as 130 kg d'appui aérodynamique à 200 à l'heure. Ah ouais, donc ça fait quand même énormément. Donc quoi. ça fait quand même, ça plaque bien l'avant au sol pour pas qu'il ait tendance à se lever quand tu roules trop vite. C'est tellement agréable comme voiture. En fait, les gars, ce qui est fou, c'est que c'est une voiture. En fait, on n'a même pas réellement envie de rouler très fort avec. C'est tellement agréable, fluide. Et en fait, il y a tellement de la puissance tout le temps que c'est pas. C'est une grande GT. C'est une grande GT, c'est très agréable. Mais ce qui est traître en fait avec la F12 et ce qui est flippant, c'est que là, on a l'impression que ça se conduit comme un vélo, alors qu'en fait, c'est super dangereux comme voiture et c'est assez intimidant. Donc en fait, il y a le côté où on la conduit, on prend du plaisir, c'est très drôle. Mais là, moi, au fond de moi, je suis pas bien parce que je sais que c'est une voiture qui est vraiment foireuse et qui pardonne pas en fait. Mais c'est une voiture qui, honnêtement, c'est une voiture quasiment parfaite. Et c'est ça, c'est ce que tu dis, elle pardonne pas. Tant que tu fais pas de conneries, ça va. Et c'est ce qu'on disait dans la vidéo. C'est une voiture où il faut être humble. Bon, t'as vu comme la direction est rapide? Ouais, c'est ultra direct. Tu sens exactement tout ce qui se passe. Tu la places exactement comme tu veux. Enfin, c'est... Non, c'est une super bagnole. Encore, franchement, félicitations. Hein. C'est un truc de fou, franchement. Merci. Et toujours prête à bondir en fait. Tu descends un rapport, tu descends un rapport et instantanément tu sens qu'elle est prête quoi. Et tu mets un peu, ça part tout de suite quoi. C'est tellement direct comme voiture. Là tu vois, c'est typiquement ce genre de moment où faut pas faire de la merde en fait avec la F12. Exactement. Où en fait tu tournes le volant et tu mets un peu de puissance. C'est ce genre de moment très précis où il faut vraiment faire gaffe avec la F12. Et ceux qui sont pas initiés entre guillemets au truc, c'est là où ils peuvent se faire vraiment peur. Ça te fait quoi en passager? Oh, c'est pas très agréable en passager. C'est horrible, hein. C'est horrible. J'étais à 20% quoi. Ah, c'est horrible en temps. La poussée comme c'est horrible. Ah ouais, en passager c'est vraiment horrible. Oh putain. Ouais, c'est vrai que. T'as vu comme c'est horrible? C'est vrai que c'est horrible. Ouais. En fait, le fait que tu contrôles pas l'accélération. Ah ouais. Et que tu saches pas vraiment. Ouais, et t'as vu, ça te remonte. Ça remonte. C'est horrible comme sensation.
Là, je comprends mieux ma femme. Ma petite dédicace à Émilie parce que la première fois que je l'ai emmenée et que j'ai fait une petite accélération, elle m'a dit ah, c'est horrible. Je déteste ça. J'ai l'impression d'être dans un avion au décollage ou dans un train. T'es satellisé quoi. C'est vrai que en passager, c'est pas les mêmes sensations que quand tu conduis. T'as une sensation de perte de contrôle totale en passager en fait. Et puis c'est surtout qu'elle a la pédale d'accélérateur, elle a 2 crans les gars. Elle a un cran comme ça. Et après, bon là je vais pas le faire, mais après elle a un cran où là quand on appuie encore, il y a tout le flot de puissance qui arrive. Et là c'est très désagréable par contre. Ouais, c'est un truc très caractéristique du V12 Ferrari, c'est qu'en fait tu as du couple partout, que ce soit tu es en 7ème à 2000 tours, tu appuies dedans ça part, tu es en 3ème à 7000 tours, tu appuies dedans ça part, avec la même violence. Ou même encore plus quoi. Les rapports, c'est instantané, ils descendent mais instantanément. Et on entend tous les t'as les vibrations, c'est dur à expliquer en vidéo, mais t'entends toutes les vibrations, tous les petits bruits, l'échappement. La voiture est vraiment vivante en fait. Faut toujours garder en fait en tête que c'est une F12 qu'on a entre les mains. Et les petits virages comme ça, c'est pas, mettons, comme avec la R8 que vous avez vu sur la chaîne, où on peut accélérer dans ces virages. Là, faut surtout pas toucher l'accélérateur dans ces virages, quoi. Surtout là où... Faut être très constant, en fait. Ouais. Si c'est comme une grosse BM, hein. Si tu es en virage, en drift et tu lâches l'accélérateur, tu vas partir en tête à queue. Ou si tu appuies trop, tu vas partir en tête à queue. Là, c'est pareil. Elle est partie un peu de l'arrière là, t'as vu? T'étais en 3ème ou quoi? Ouais, 3. Ouais, t'as vu, c'est dingue hein? Un peu, ouais. Il y a tellement de coupes, mais je te dis, c'est les pneus, c'est des merdes Pirelli, il faut vraiment que je les change. Bah, j'ai rien contre Pirelli, hein. Je suis pas du tout sponsorisé par Michelin ou quoi, mais c'est vrai que les Pirelli de circuit, c'est des très bons pneus, mais les Pirelli P0 normaux, pour moi, ils sont pas top quoi. Moi sur la Type R, ils étaient très bien, mais par contre, ils avaient le défaut, c'est qu'ils s'usaient à une vitesse, c'était mais légendaire quoi. Ah ouais? Ouais, c'était limite indécent comme ils s'usaient vite. Mais par contre, ils accrochaient bien. Après, c'était pas pareil, hein, c'était une traction, ça faisait 320 chevaux. Là, on est sur une ProPu avec moteur à l'avant, V12, 740 chevaux, enfin, c'est deux mondes. Hein. En fait, ce qui est bizarre avec la F12, quand on la conduit, c'est qu'on sent qu'elle est toujours instable. On n'a jamais ce côté où tu te sens en confiance, tu sens toujours qu'elle prépare un peu un truc dans ton dos, que c'est un peu... qu'elle mijote quelque chose, quoi. Bah, du coup, encore merci de m'avoir laissé conduire la F12. Et puis, bon, bah, j'ai été le premier à conduire ta F12, donc ça fait plaisir. Et je suis aussi content que tu vois, ce soit moi qui t'ai fait cette découverte de la sensation passager un peu horrible à la F12. Ouais, parce que j'avoue que vraiment, j'imaginais pas. C'est un mélange de... T'as une sensation physique dans le ventre parce que tu sens l'accélération. Et en même temps, tu as une sensation mentale dans le cerveau qui te dit merde, je suis en train de perdre le contrôle. Ouais, vraiment. Et c'est vraiment le mélange des deux, c'est vraiment bizarre. C'est très désagréable. Ça. Moi, les gars, ça me faisait vraiment la sensation où le cœur remontait et où ça continuait d'accélérer, ça n'arrêtait pas et j'arrivais pas à retrouver mon souffle. Enfin, c'est horrible comme sensation. Que c'était. Mais bon, de toute façon, enfin, la F12, vous connaissez. Enfin, c'est une voiture exceptionnelle et puis. Mais ça fait plaisir de t'avoir à nouveau eu sur la chaîne. Bah, moi aussi ça me fait très plaisir et puis de toute façon je change régulièrement de voiture donc je serais peut-être amené à revenir. Il faut qu'on filme ta 911. Ouais la 911 c'est vrai. Faut qu'on filme sa 911 parce que déjà Christophe est un peu fou au niveau de sa tête donc il fait des trucs un peu bizarres avec sa 911 vous verrez. Et puis aussi c'est parce qu'il a une config qui est super classe sur la 911 donc faudra qu'on fasse ça aussi à l'occasion. Qu'est-ce que j'ai fait de bizarre? Mettre mon kayak sur le toit et puis... ou alors faire le buzz sur les réseaux en faisant des grands travers pour aller à la montagne. Ah oui c'est vrai. Aussi ah, ouais. Oui. Aussi, hein. Ouais, c'est vrai que j'ai eu 7 millions de vues avec cette vidéo alors que j'avais vraiment pas prévu. Voilà, c'est un peu le personnage, vous commencez à connaître un petit peu. Bon les gars, c'est une fin de tournage. Encore merci beaucoup à Christophe qui est venu pour nous présenter sa F12. Vous avez vu, c'est trop une bonne ambiance à chaque fois. Il est ultra calé sur ses voitures, donc ça fait toujours vraiment plaisir. Bilan de la F12, je le savais, j'avais déjà conduit cette voiture, mais c'est terrifiant honnêtement à conduire parce que c'est surpuissant et c'est pas un équilibre, c'est pas un châssis de GT3 RS.
c'est un peu bancal comme châssis et ça déborde de puissance de partout. Donc c'est une voiture qui est vraiment rock'n'roll, mais c'est une voiture qui procure tellement d'émotions et qui en fait force à être humble. Donc moi j'adore cette voiture honnêtement. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur la F12 et que vous avez réussi un peu à vous immerger, à comprendre tout l'aspect viscéral et sauvage de cette voiture. Moi d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la F12, à vous abonner et à mettre la clochette des notifications, comme ça vous ratez aucune vidéo, c'est une vidéo par semaine. Et bien évidemment je mets dans la description le Instagram de Christophe, allez le suivre sur Instagram, il met plein de contenu sur ses bagnoles, et le mec est super accessible, super sympa, donc franchement n'hésitez pas, donnez-lui de la force. Et puis voilà, moi je vous remercie beaucoup et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao les gars.